Bien le bonjour, je suis très content de pouvoir m'entretenir avec vous sur un sujet qui me passionne, la foresterie. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Jean Bouchard. Je suis à ma dernière année au baccalauréat coopératif en opération forestière à l'Université Laval et je suis également président d'Option nationale Montmorency. J'aimerais tout d'abord vous poser quelques petites questions, en fait, juste pour réveiller votre esprit. Soit vous ou votre entourage, qui va dans la forêt une fois par semaine, ou encore une fois par mois, ou une ou quelques fois par année? Qui va dans la forêt pour y chasser, ou bien y pêcher, pour des marches en forêt, pour du camping, ou tout simplement pour de la villégiature, pour les beaux paysages, pour le panorama? Enfin, qui gagne sa vie, de près ou de loin, par les ressources issues de nos forêts? Toutes ces questions-là ont un intérêt dans une optique où il y a beaucoup de gens au Québec qui vivent dans la forêt, ou grâce à la forêt, ou près de la forêt. On a tous un lien plus ou moins rapproché avec les arbres, la forêt. Et c'est un peu cette teinte-là que j'aimerais que vous gardiez en tête tout au long de ma présentation. Elle va se décliner comme suit. Je vais tout d'abord vous parler de l'intérêt environnemental de la foresterie. Je ferai ensuite une petite pédagogie rapide du développement durable. Je poursuivrai ensuite sur l'état de la foresterie commerciale au Québec. Et je finirai sur l'avenir des avancées technologiques et des produits du bois de demain. Alors tout d'abord, l'intérêt environnemental de la foresterie. Je me suis basé en partie sur les enseignements là, que le doyen de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, mon doyen en fait, nous a déjà transmis par le passé. Il se base lui-même, évidemment, sur le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui a établi un rapport en 2007 qui conclut que l'évolution climatique est le résultat de l'activité humaine. Bon. Si l'activité humaine a causé l'évolution du climat telle qu'on la connaît aujourd'hui, le réchauffement climatique, les activités humaines doivent et peuvent, je vous le confirme, atténuer les changements climatiques. Et d'ailleurs, l'humanité devra s'adapter à ces changements-là pour survivre, en fait. Et pour réussir, ben, on a droit à un outil merveilleux qui est le bois. Le bois, tout d'abord, c'est génial parce que ça stocke le CO2 présent dans l'atmosphère à l'intérieur même de ces cellules, le bois. Les arbres sont constitués en grande partie de carbone, justement. Et ce faisant, il permet d'atténuer tranquillement pas vite la concentration de carbone atmosphérique qui cause l'effet de serre et le réchauffement climatique. Le bois, s'il est utilisé pour substituer d'autres sources qu'on utilise soit pour se déplacer, je parle du pétrole, ou pour se construire, le béton ou l'acier, permet, en utilisant du bois à la place de ces matériaux-là, de garder un cycle du carbone neutre. Je m'explique. Le bois, s'il est utilisé tout d'abord comme biocarburant, est un substitut carboneutre au pétrole, car le pétrole, lui, est issu du sous-sol terrestre. Sous la terre, en fait, le carbone est stocké dans le pétrole à ce niveau-là. Quand on l'extirpe du sous-sol et qu'on le brûle, on émet dans l'atmosphère du carbone qui n'y était pas originalement. La différence avec le bois, c'est que le bois est issu de carbone qui était déjà présent dans l'atmosphère et qui vient se stocker dans l'arbre, dans le bois. Alors ainsi, en utilisant le bois, on utilise simplement du carbone qui était déjà dans l'atmosphère et on garde un cycle fermé. Quand on va le chercher dans le sous-sol par le pétrole, on émet de nouvelles sources de CO2 dans l'atmosphère. Le matériau, en fait le bois comme matériau, peut être aussi substitué, peut substituer le béton et l'acier. En Amérique du Nord, le bâtiment est à l'origine de plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et on peut analyser ces émissions-là sous trois aspects. En fait. C'est issu de l'analyse du cycle de vie des matériaux, l'énergie intrinsèque pour fabriquer ce matériau-là. Ensuite, dans le cas des bâtiments, il y a l'efficacité énergétique du bâtiment en tant que tel et la fin de vie du matériau. Bon, l'énergie intrinsèque pour constituer les matériaux, pour faire un madrier ou une poutre en bois, ça prend beaucoup moins d'énergie de transformation du matériau que pour constituer un madrier en acier ou en béton.
L'efficacité énergétique ensuite, le bois est un très très bon isolant, 7 fois plus isolant que le béton et 500 fois plus que l'acier. Alors on a besoin de moins de chauffage, moins de climatisation également, ce qui diminue notre demande énergétique quand nos bâtiments sont constitués en bois plutôt qu'en béton ou en acier. En fin de vie, le bois peut être réutilisé sous différentes formes, décomposé en fragments, reconstitué pour faire d'autres matériaux, ou encore dans d'autres constructions si le bois est encore en bon état, ou encore il peut servir à produire de l'énergie si on le brûle en fait dans des centrales qui permettent de substituer, au lieu d'utiliser par exemple du pétrole ou du charbon ou peu importe quel matériau, on peut prendre du bois et produire de l'énergie. Ainsi, là, avec le même principe que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le cycle de vie qui est fermé, on peut permettre d'émettre moins de CO2 dans l'air. D'ailleurs, lorsqu'on utilise 1 mètre cube de bois dans la construction, par exemple, on évite l'émission d'1 tonne de CO2 si il est utilisé comme substitut au béton. Couplé à tout ça, si on fait un aménagement durable des forêts, on arrive avec une solution très très intéressante, valide, importante et reconnue par le GIEC pour finalement solutionner aux causes des origines humaines des gaz à effet de serre. Alors voici pour l'intérêt environnemental de la foresterie. J'en viens justement au développement durable en tant que tel. Le développement durable, bon, c'est un peu utilisé à toutes les sauces, si je peux me permettre. Le développement durable, en fait, s'oriente autour de 3 axes. Tout d'abord, le côté environnemental. Bon, la foresterie et la forêt constituent un écosystème qui est un refuge pour les animaux. C'est bon, comme je vous l'ai dit, pour stocker du carbone. Environnementalement parlant, ça a beaucoup d'avantages. Ensuite, au niveau social, on peut y chasser, y pêcher, des treks en forêt, tout ça comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens aussi qui en vivent. Alors, il y a un aspect économique aussi à la forêt. Lorsqu'il y a des emplois associés, on travaille avec le matériau bois, mais également, ce qui est très intéressant, c'est que la foresterie constitue un bilan positif pour le Québec, pour son économie, car on fait beaucoup d'exportations de notre matériau bois à l'extérieur du Québec, ce qui apporte, quand on exporte des matériaux, ça importe de l'argent au Québec, de l'argent neuf. En fait, c'est tout comme chez vous, si vous avez plus de revenus que de dépenses, ben vous êtes gagnant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la foresterie, avec nos exportations, apporte un revenu au Québec. Alors, on a tout intérêt à utiliser nos ressources ici, à créer des emplois avec ces ressources-là, plutôt que d'acheter, en fait, d'ailleurs, du pétrole avec des emplois qui sont à l'étranger au lieu d'être chez nous au Québec. Alors voici, ces trois sphères-là du développement durable doivent être prises simultanément quand vient le temps de penser à un développement à long terme et un développement qui répond en fait aux exigences du monde moderne. Le problème par contre avec l'utilisation du bois, c'est qu'on ne donne pas tout le potentiel qu'on peut à notre matériau bois au Québec. Bon, tout d'abord, j'en viens à l'état de la foresterie commerciale au Québec, un historique rapide. On a tout d'abord exporté massivement aux États-Unis par le passé du bois non transformé, des bio de bois, là, tout simplement, tout comme on le fait avec les minerais aujourd'hui, là, pas transformé, très très simple, jusqu'à ce qu'une loi pour la foresterie oblige les compagnies à transformer ici, au Québec, avant d'exporter ailleurs. Ce qui a apporté les grandes compagnies à établir des papetières au Québec, et on est d'ailleurs devenus les maîtres du monde en papier journal. Bon, on avait un avantage certain qui est l'épinette noire, avec une belle fibre très longue pour construire du bon papier avec une bonne qualité. Mais ça a quand même apporté de très bons emplois. D'ailleurs, en foresterie, les usines papetières, c'est là qu'il y avait les meilleurs emplois. Là. Si on prend soit l'exploitation en forêt, ou la scierie ou la papetière, c'est la papetière qui avait les emplois les mieux rémunérés. Et les a encore d'ailleurs. Bon. Ensuite, il y a eu un autre règlement, une autre loi qui a passé, qui a forcé l'optimisation du bois en le faisant passer tout d'abord par une scierie. Et les copeaux seulement se rendaient aux papetières. Je me rappelle, ici à Québec, on a mon papier White Birch, qui, je me rappelle, il y avait encore des tas quand j'étais jeune, là, des tas de pitounes, du bois tronçonné qui étaient dans la cour de l'usine, puis ça rentrait directement dans l'usine. Alors, c'était un peu impressionnant, malheureusement. Mais aujourd'hui, on optimise justement notre bois et on le fait passer par une scierie pour avoir le plus
plus de ressources, en fait, le plus de possibilités avec notre bois. Bon, aujourd'hui, grâce aux technologies de l'information, la demande du papier journal diminue, on s'informe différemment par des moyens électroniques. Les emplois, malheureusement, diminuent aussi. S'il y a moins de demandes pour un produit, on en produit moins d'emplois. Bon, c'est un peu un cercle vicieux. La possibilité forestière a elle aussi diminué. Donc, la demande diminue, l'offre diminue aussi, l'offre de produits, parce qu'on peut produire moins de volume de bois au Québec. Alors, tout ça cause qu'il faut se réinventer. Ce qui m'amène à l'avenir des avancées technologiques et des produits du bois de demain. Bon, en fait, la question qu'on a essayé de répondre, c'est comment donner plus de valeur au bois et transformer notre offre de produits issus du bois pour garder nos emplois et notre avantage, là, certain. Comme je vous l'ai dit, le papier, le journal, c'est pas la voie d'avenir. Bon, ça diminue de plus en plus, ça va continuer de diminuer. Alors, il y a plusieurs solutions qui ont été apportées, que ce soit par une charte du bois qui favorise l'utilisation du bois dans les édifices commerciaux, parce que les édifices commerciaux industriels sont souvent constitués d'acier et de béton. Alors, on essaie d'y mettre plus de bois. Le gouvernement fait preuve d'exemplarité avec cette charte du bois-là. Ensuite, on essaye d'optimiser nos opérations en forêt, optimiser notre mètre cube de bois qui entre à la scierie. On essaye aussi au lieu d'exporter du 2x4 aux États-Unis, on essaie de faire des maisons préfabriquées, ce qui apporte une étape de plus dans la chaîne de production au Québec avec des emplois québécois. Si à partir du 2x4 et tous les autres matériaux, on les met ensemble et on fait un produit fini plus fini, plus avancé, qui est une maison préfabriquée, ben ça apporte plus de richesse au Québec. Bref, on rajoute une étape de plus, un emploi de plus avec le même matériau, c'est là l'intérêt. Et enfin, j'en viens à la nanocellulose cristalline ou nanocristaux de cellulose. Pour faire simple, c'est constitué en fait à la base même des fibres qui constituent les cellules du bois de l'arbre. Ça, c'est assez impressionnant et ça donne une rigidité à l'arbre. C'est le composant qui donne la rigidité à l'arbre. Et lorsque isolé, c'est excessivement rigide et durable tout en étant excessivement léger. Et ça peut être additionné à plusieurs autres matériaux. C'est 5 à 10 fois plus résistant mécaniquement que l'acier. Ça a des propriétés diverses, là, ça augmente la dureté et la résistance aux UV. C'est même une substance antioxydante pouvant freiner le vieillissement. C'est même, d'ailleurs, ce qui m'a impressionné, c'est une étudiante de 16 ans en Ontario qui a découvert ça, à partir toujours de la nanocellulose cristalline. Bref, c'est l'avenir du secteur de l'industrie de la fibre de bois parce qu'on utilise les copeaux, tous les déchets pour les décomposer en nanocristaux de cellulose. Alors finalement, à partir d'une ressource gérée de façon durable, on va être capable de créer une économie durable, soutenable, et on est très près du développement durable. Il faut donc optimiser notre forêt pour faire la sylviculture plus intensive, mieux aménager la forêt par un aménagement écosystémique. Tout ça, c'est ce qu'on apprend à l'université. En fait, on apprend à mieux aménager notre forêt, mieux la gérer. Et Option nationale, quant à lui, apporte des révolutions, apporte des solutions, par également une charte du bois. Mais je défends férocement, en fait, la deuxième et troisième transformation du bois pour apporter de nouvelles solutions, vertes par les recherches et développement en bioplastique, en chimie verte, au niveau des matériaux, de l'énergie. Il y a plein de développements qu'on peut faire avec le bois. C'est ça qui est très intéressant. Et Option nationale défend aussi la transformation locale de nos ressources naturelles, ainsi que leur nationalisation. Évidemment, si on exporte des matériaux transformés, on garde plus d'emplois ici, on crée plus de richesses, et ça n'a que des avantages. Alors voilà, c'était ma présentation. J'espère que si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et au plaisir, en fait. Au revoir.